BFM Business, le club du droit, présenté par Laure Closier. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club du droit. On est ensemble pour une petite heure et on va parler de numérique. Mort numérique, données à caractère patrimonial, identité numérique, blockchain, autant de sujets qui bouleversent le cadre législatif. Alors vous décédez, qui récupère votre compte Twitter? À qui reviennent vos bitcoins? Votre bibliothèque numérique de l'intégrale des Stones, à qui revient-elle? Et tous vos documents, votre coffre-fort numérique avec par exemple vos bulletins de salaire, quelles sont les règles qui l'encadrent? Autant de cas concrets dont on va parler ensemble pendant cette heure avec nos experts. Avec moi autour de la table Mathieu Fontaine, vous êtes notaire à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme. Merci d'être avec nous. Je dirai aussi Patrick McNamara, vous êtes fondateur de Quai des Notaires. Et puis Anne-Sophie Bordry, fondatrice de Tetramos, une start-up innovante au service de la chaîne du froid, si j'ai bien résumé. On commence tout de suite ensemble sur le numérique. Mathieu Fontaine, on va commencer avec vous puisque vous êtes notaire et vous êtes le président de la commission numérique. Vous avez analysé les évolutions technologiques, notamment pour le 113e congrès des notaires. C'était il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc vous connaissez bien le dossier. Est-ce qu'on a une définition de l'identité numérique ? Alors l'identité numérique, c'est quelque chose d'assez complexe en réalité. Elle recoupe plusieurs choses. Elle recoupe l'identification numérique, qui est quelque chose de tout à fait défini, tout à fait technique. Et elle recoupe aussi peut-être la personnalité numérique. Chacun d'entre nous, chaque internaute, chaque citoyen dispose d'une personnalité dans l'environnement numérique. Alors une personnalité officielle ou une personnalité anonyme d'ailleurs. Hein. C'est l'usage du numérique qui nous donne cette personnalité. Cette personnalité, elle est détachée de la véritable identité numérique au sens technique du terme. L'identité numérique technique, tous les citoyens ne disposent pas d'une identité numérique. Nous, les notaires, on en a une qualifiée d'ailleurs, qui nous permet de signer des actes électroniques, de réaliser notre tâche régalienne, la tâche que l'État nous a dévolue, de manière sécurisée. Les citoyens peuvent en avoir une également dans leurs différentes démarches dans cet environnement, dans cet écosystème numérique. On a celle qui est la plus connue, avec France Connect par exemple, hein, qui permet notamment de se connecter dans l'environnement mis en place par l'État et pour déclarer ses impôts par exemple, on utilise... Mais c'est quoi? C'est à partir du moment où vous avez une adresse mail, vous avez une identité numérique, il y a un curseur? Alors, on a une personnalité numérique à partir du moment où on évolue dans l'écosystème numérique. Donc on paye, on a une adresse mail, un Exactement. compte Twitter. Par contre, l'identité numérique, c'est quelque chose de spécifique, c'est quelque chose de technique qui permet d'obtenir justement un identifiant numérique pour s'identifier de manière certaine sur des usages qu'on a dans l'environnement numérique. Oui, donc c'est pas la même chose. Là, il y a une démarche pour faire signer des actes. Là, c'est l'identité numérique. Avec nous en plateau, on a Anne-Sophie Bordry. Vous êtes ancienne directrice des affaires publiques de Facebook. Vous avez un think tank, Objets connectés et intelligents en France. Est-ce que les objets connectés, par toutes les informations qu'on leur donne, font aussi réfléchir sur l'identité numérique et la personnalité numérique ? Alors avec les objets connectés, on a une couche de capteurs qui se plug sur les territoires et la question que l'on se pose, c'est quelle est l'application des libertés publiques sur le territoire? Est-ce que c'est l'application des règles et des conditions générales d'utilisation des services de type Waze ou est-ce que c'est les règles des pouvoirs publics de la ville dans laquelle on habite? Donc ça, c'est une vraie question et avec l'Internet des objets, on a pour la première fois une rencontre physique des plateformes de services qui sont des plateformes globales et souvent situées malheureusement pour l'instant à l'étranger. Et donc les leaders mondiaux sont situés à l'étranger et les usages provoquent des situations tout à fait nouvelles sur les territoires européens, notamment parce qu'en Europe, on a une notion de la liberté publique et une notion des droits qui est complètement différente de l'Asie et des États-Unis. Ça veut dire qu'il faut créer un cadre pour chaque pays et voir chaque localisation d'usage. Alors, ce cadre-là, il est extrêmement difficile parce que les GAFA ne peuvent pas avoir des conditions générales d'utilisation différentes pour chaque pays. C'est impossible à gérer pour leurs équipes. Donc l'idée, c'est comment faire pour que les conditions générales d'utilisation des plateformes soient conformes au droit européen. C'est un vrai problème et tous les jours, avec les innovations et les nouveaux usages, on est confronté
à des situations que personne n'avait prévues, ni les pouvoirs publics, ni les GAFA. On a par exemple dans le domaine de l'identité numérique des nouvelles maladies des enfants qui sont, lorsqu'ils sont coupés de l'Internet sans être prévenus à l'avance, ils font une dépression subite maintenant. Donc l'identité d'un enfant, elle est à la fois dans la vie réelle et elle est aussi sur les réseaux sociaux. On est, Mathieu Fontaine, sur des cas complètement nouveaux. Là, on pédale à vue, quoi. On parle d'identité numérique des enfants. Alors là... là on touche du doigt ces nouvelles problématiques qui naissent avec l'usage du numérique. Alors nouveau, oui et non, parce qu'en réalité, ça va faire bientôt 20 ans que tout ça est en train de se construire. Maintenant, la fragilité de l'utilisation du numérique est en train d'exploser. Et notamment, le cas des enfants est plus flagrant. C'est d'ailleurs pour ça que la loi pour une république numérique ou le règlement général de protection des données ont attiré l'attention sur la fragilité des mineurs et ont prévu des règles spécifiques pour les mineurs, justement. Patrick McNamara, vous avez créé une start-up qui est des notaires. Vous avez participé à la BFM Academy. Vous êtes allé jusqu'à la demi-finale, si ma mémoire me fait pas défaut. Vous numérisez une partie des documents chez les notaires. C'était quoi votre constat pour lancer la start-up? C'était les notaires ont besoin qu'on les aide à passer à l'ère du numérique? Oui, en partie. Les notaires ont besoin de réaliser la transformation numérique. Alors, les notaires sont modernes depuis déjà très longtemps. Et ça fait 6 mois que je fais le Club du droit, j'entends ça à quasiment 5 clubs. On me dit arrêtez de penser que les notaires ne sont pas modernes, enfin ils le sont. C'est une réalité. C'est en 1971 que pour la première fois, le notariat a innové en créant le fichier des dispositions des dernières volontés. Donc c'est déjà très ancien. Aujourd'hui, la profession se lance également dans la blockchain, donc on est en veille toujours. Quai des notaires, c'est l'idée d'apporter des solutions aux notaires dans leur quotidien, mais aussi de nouvelles réponses adaptées aux attentes des clients et au monde d'aujourd'hui, notamment aux nouvelles problématiques numériques et à la sécurité. Parce que qui dit identité numérique dit aussi protection de cette identité. Et c'est un des problèmes, en tout cas, qu'il faut considérer. Dans la transformation numérique du notaire, il faut créer des outils qui permettent aux utilisateurs du notariat d'avoir une totale garantie sur le fait que leurs données vont être, d'une part, protégées, sécurisées durablement, mais aussi qu'on peut garantir et certifier que c'est telle personne ou telle autre personne qui a bien signé ou qui a bien fait tel ou tel acte numérique. Anne-Sophie Bandry. Je voulais réagir en disant que effectivement les notaires ont été les premiers au monde à signer la signature électronique. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. L'acte électronique, quand même, ça date quoi, 10 ans? Octobre 2008, j'étais au cabinet d'Éric Besson quand ça a été lancé. Et en réalité, ça prouve que les notaires essaient de transformer leur profession tout en restant un maillon essentiel. On a un tiers de confiance qui est technologique avec la blockchain, avec les mails au départ. Et puis on s'est dit, derrière le mail, il faut un certificat. Et donc la profession des notaires, elle est tripartite. C'est le notaire qui est une personnalité physique avec une personne morale dans sa profession régulée. Il fait un accord et il est certifié par les pouvoirs publics, donc la direction des systèmes d'information du gouvernement. Et grâce à ça, c'est lui qui rend incontestable tous les actes authentiques. Alors on parlera de la blockchain tout à l'heure justement pour savoir si ça bouleverse pas l'activité des notaires, si ça les rend pas has-been puisqu'on a la blockchain. Est-ce qu'on a besoin des notaires? Je vous titille un peu comme ça avant la suite de l'émission. Mais Mathieu Fontaine, moi j'avais quand même une question. Dans votre patrimoine numérique, vous mettez votre identité numérique plus votre personne numérique. Tout ce que vous avez, qu'est-ce qu'on met dans ce patrimoine? Qu'est-ce qu'on peut transmettre? C'est une excellente question. Ce patrimoine numérique, il est complexe à définir. Il est complexe parce que déjà, si on fait du droit aujourd'hui, chaque individu n'a qu'un seul patrimoine. Donc déjà, de parler de patrimoine numérique, ça semble en soi assez absurde. Le patrimoine numérique est une composante du patrimoine de la personne. Et ce patrimoine numérique, ben voilà, il faut le définir, il faut réussir à en déterminer les contours. Et dans nos études, on le voit, on commence
commence à avoir des questions sur cette notion de patrimoine numérique et des gens qui commencent à s'interroger, des gens qui disposent de Bitcoin, des gens qui ont un compte Facebook avec des éléments qu'ils estiment être de valeur durable en tout cas, et sur lesquels... Ça peut être une bibliothèque de musique, la bibliothèque de musique, c'est quoi? Parce que la bibliothèque de musique, si véritablement ce sont des supports audio qui sont enregistrés, des CD que vous enregistrez sur votre disque dur, là on n'a pas un patrimoine numérique, on a un support en fait qui est un disque dur, et qu'on transmette un CD ou un disque dur, en réalité c'est la même chose, c'est du patrimoine. Mais c'est votre cloud un peu, qu'est-ce qu'on fait de votre cloud? Et ben voilà, le cloud, moi j'ai dans mes clients, j'ai des artistes aussi qui écrivent des œuvres, des romans, et qui le font que sur des blogs, par exemple, des blogs hébergés aux États-Unis. Notamment, j'en ai un qui vit aux États-Unis et donc qui rédige aux États-Unis sur un blog américain. J'ai alerté son attention sur la propriété de cette donnée si jamais il disparaissait. Et c'est une vraie question, parce que là encore, on parlait de la musique physique. Votre compte Deezer, par exemple, si vous avez 5000 chansons sur votre compte Deezer, elles ne vous appartiennent pas. En fait, vous avez un abonnement à Deezer. Quand vous disparaissez, l'abonnement, il est personnel. Donc ce volume de musique que vous avez compilé, il disparaît. Mais alors dans le cas de votre de votre français qui est écrit aux États-Unis, c'est quoi la réponse? De mon français, le problème sur la plateforme qu'il utilise est le même. C'est qu'aujourd'hui, quand on lit les conditions d'utilisation du blog qu'il utilise pour rédiger ses romans, on s'aperçoit qu'en cas de décès, il n'a pas véritablement de droit sur le contenu. D'autant plus qu'il vit aux États-Unis, qu'il vit en permanence aux États-Unis, que le blog est hébergé aux États-Unis, qu'on est soumis au droit américain sur cette question-là, et que dans les conditions d'utilisation, il est prévu que l'hébergeur est propriétaire des contenus. Et notamment en cas de décès, il serait embêté. Donc, on a essayé de réfléchir à cette problématique et pour trouver une solution technique pour justement rapatrier ce contenu intellectuel et ce droit de la propriété intellectuelle qu'il pourrait revendiquer. Mais est-ce que justement, Anne-Sophie Bordry, la réponse, c'est pas... on voit ça là actuellement avec l'application qui vous permet de faire vos visages en vieux. On apprend en fait que toutes les images de vieux appartiennent à l'application. Est-ce que finalement, dans le numérique, on n'a pas aucune propriété et que tout appartient à celui qui héberge? Alors, il faut distinguer plusieurs choses. Il y a la notion de droit d'auteur. Vous parliez tout à l'heure des artistes. Eux, ils ont un droit d'auteur inaliénable. En fait, il y a le droit de reproduction et le droit de citation et le droit de reproduction. Et en France, on a un droit moral en plus. Donc, ce droit moral, il est inaliénable et perpétuel. Donc, les auteurs, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent, normalement, ils sont éditeurs sur une plateforme d'hébergeur et on applique l'article 6.1 de la loi Confiance dans l'économie numérique de 2004 qui distingue bien les hébergeurs des éditeurs. Et l'éditeur, donc c'est l'utilisateur d'un profil Facebook ou c'est un artiste créateur sur un blog qui lui est propriétaire de sa donnée. Donc il a un droit sur cette donnée-là, ça c'est sûr. Après, Mais ça c'est la règle en France? C'est la règle en France bien sûr. Mais du coup si le blog est aux États-Unis? Alors, si le blog est hébergé aux États-Unis, il a le droit européen de son côté. Ah. Pour votre client? On a le RGPD qui est moi, la difficulté, en application depuis 2018. Réside aux États-Unis et que son activité c'est fichu, est aux États-Unis. Il a une résidence secondaire en France, mais qu'elle y vient de temps en temps. Et la problématique, elle est là. Effectivement, le RGPD est très protecteur des droits à partir du moment où on a une interaction avec le territoire européen. Là, en réalité, il n'y en a pas beaucoup d'interaction avec le territoire européen, ni sur son usage, ni sur sa rédaction, ni sur sa propriété, parce qu'en plus, il est résident américain aujourd'hui. Alors effectivement, il est toujours de nationalité française, en revanche. Alors peut-être que la faille peut être ici, mais ça amène à se poser des questions. D'émissions sur le droit international et la complexité des doubles nationalités, mais alors là, avec le numérique, sur les questions de droits internationaux patrimoniaux, ça nous repousse un petit peu dans nos retranchements juridiques, effectivement. On a des problèmes nouveaux qui nous sont posés. Alors là, c'est un problème extrême. C'est pas tous les jours qu'on a cette situation. C'est ça. En réalité, tout ça est assez nouveau. Parce que le cloud, les GAFA qui hébergent les données de vous et moi et de tant d'autres, on commence à prendre réellement conscience de ce que ça implique en termes de sécurité et de protection et de confidentialité des données, mais c'est assez nouveau. On n'en parlait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une vraie préoccupation. Mais Bitcoin, par exemple, mon patrimoine en Bitcoin, qu'est-ce que j'en fais si je décède? Il va à qui?
C'est une bonne question. Et là, il y a une vision fiscale et civile qui est différente. La vision fiscale s'est déjà emparée de la question. Eux, ils ont déjà traité la question. En revanche, civilement, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que le Bitcoin, c'est quelque chose de virtuel. Le Bitcoin n'existe pas. Le Bitcoin, c'est celui qui détient la clé cryptographique et qui va être le détenteur de ce compte. Alors là, on est un peu embêté. Aujourd'hui, je n'ai pas été confronté à cette situation de devoir transmettre un compte de Bitcoin. Mais juridiquement, comment je fais si je n'ai pas la clé cryptographique? Comment on transmet ce compte? Comment on obtient cette clé? Et comment on peut avoir connaissance de la réalité de l'existence de ces bitcoins? Parce que le problème, il est là. Hein. Quand on m'a interrogé, moi, c'était pour cette problématique-là. C'est de dire, papa, on est quasiment certain qu'il avait des bitcoins, parce que dès que les bitcoins ont été créés, on sait qu'il a investi dans cette technologie-là. Mais aujourd'hui, on n'en a ni la preuve, ni la clé cryptographique. Ni l'accès. Et ni l'accès. Voilà, c'est ça, il y a la question de l'accès. Ouais. Voilà. Et c'est à la fois l'accès à ce patrimoine numérique qui concrètement, matériellement n'existe pas, mais aussi la préoccupation de la préservation de la confidentialité qui nous a poussé, à créer un coffre-fort numérique comme un dans le temps où on met ces petits identifiants. Exactement, comme dans le temps où encore aujourd'hui on allait mettre ses lingots dans un coffre à la banque. Aujourd'hui, on parle de coffre-fort numérique. Nous avons par exemple créé un coffre-fort numérique avec un niveau de sécurité extrêmement élevé, hébergé en France, et qui ne fait pas partie de ces clouds de stockage massif où la donnée est ponctionnable, si je puis dire, mais qui permet au contraire d'avoir un lieu sécurisé avec un accès déterminé où l'individu, vous et moi, l'utilisateur va pouvoir décider à qui on donne l'accès à ce coffre-fort numérique. Mais donc c'est comme un testament, vous dites, un tel a accès, c'est un nom sur le plan notarial quand on donne... Un légataire. Voilà, exactement, un légataire universel qui lui dit, voilà, lui il peut s'occuper de mes comptes. Exactement, c'est un endroit où on va pouvoir entreposer les clés cryptographique, et c'est un endroit où on va pouvoir déposer, certifier également, utiliser dans la blockchain des clés et des données. Et c'est ce type d'outils qui sont nouveaux et qui demain seront courants et qui aujourd'hui sont en train de se créer, que nous avons créé. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites aux gens donnez-moi un petit morceau de testament avec vos identifiants numériques, ça marche dans les cervelles? Alors je vais vous répondre à cette question. Je vais rebondir tout de suite sur ce que disait Patrick McNamara. Là, on voit aujourd'hui, quand vous avez un coffre-fort physique, le seul qui est habilité à l'ouvrir au moment du décès, c'est le notaire. Le notaire avec les héritiers, avec tous les héritiers, ou des héritiers en représentation. Là, sur le coffre-fort numérique, vous percevez un petit peu la différence. C'est que là, on crée un autre usage dans lequel on dit, oui, on pourra désigner des personnes qui ont accès au coffre. Alors, comment on garantit du coup l'équité entre les héritiers? Comment on protège la réserve héréditaire entre les héritiers? Parce qu'effectivement, là, on a un nouvel usage qui se crée, au même titre d'ailleurs que les usages sur les directives de la loi Le Maire pour les données. C'est de dire, on a une règle qui s'applique en matière de succession. Et bien là, dans l'espace numérique, dans l'environnement numérique, on va avoir une règle un petit peu différente. Et là, du coup, si on a une personne unique qui est habilitée à ouvrir le coffre-fort numérique et qui tombe sur une clé cryptographique sur laquelle il y a 10 millions d'euros ou de dollars de Bitcoin, est-ce qu'on est certain qu'il va donner au notaire l'information de l'existence de ce patrimoine? Anne-Sophie Bandry. En fait, on peut distinguer la mort biologique de la mort technologique. En fait, si on veut plus son compte et la transmission, en fait, au moment du décès, à qui on veut transmettre, ou même si on veut faire une donation et qu'on est encore vivant, c'est un sujet extrêmement complexe et les plateformes ont essayé d'évoluer sur ce sujet-là au fur et à mesure des use cases, comme on dit, et la plupart des
des personnes ont essayé de récupérer des données de personnes décédées sans avoir les identifiants. Ce sujet-là est extrêmement difficile chez Google, chez Apple, chez Facebook. Donc la demande qui a été faite, c'était de dire donnez-nous un acte de décès pour certifier qu'il y a bien eu un décès. Parce qu'on a des cas d'usage où on peut avoir des couples qui ne sont plus ensemble et qui veulent effacer les données de l'autre personne. On a des enfants qui sont les meilleurs amis du monde et qui deviennent extrêmement ennemis et qui veulent effacer la donnée. Donc le seul moyen pour une plateforme, c'est de réagir au signalement. Et au signalement d'un hébergeur, on doit lui signaler quelque chose de réel et on donne un acte de décès qui est un acte d'état civil. Et c'est à ce moment-là seulement qu'ils peuvent fermer ou ouvrir un mémorial, ce qui est le cas chez Facebook. Il y a 2 options, un compte avec la data. Mais si on souhaite de son vivant donner des choses numériques, c'est pas encore complètement réglé et je pense que votre coffre-fort peut être une solution. C'est très intéressant. Allez-y. Pardon, excusez-moi, mais c'est très intéressant parce que ce que nous sommes en train de vivre en réalité, on parle de transformation numérique, mais on est en plein dedans. C'est la transposition dans le numérique de ce que nous connaissions ou connaissons aujourd'hui. L'exemple que Maître Fontaine énonçait, nous l'avons par exemple transposé dans la procédure d'ouverture du coffre-fort numérique après le décès, qui nécessite justement que l'une des personnes de confiance puisse être en rapport avec le notaire et que cette double condition qui correspond en fait à 2 clés cryptographiques seulement. C'est comme quand vous avez une bombe nucléaire, il y a 2 clés, une de chaque côté, il faut 2 personnes. Dans les films américains. C'est ça. J'avais pas pensé à la bombe nucléaire, mais c'est exactement le même principe. C'est comme ça dans Stranger Things. Voilà, et c'est exactement le même principe. Et donc, réaliser dans le numérique, transposer dans le numérique concrètement les règles applicables au droit. Mais ça veut dire qu'il faut arrêter de croire que c'est un monde parallèle. Exactement. C'est juste de nouvelles procédures, de nouveaux outils technologiques, mais qui doivent absolument être d'une part maîtrisés et ensuite être mis en œuvre pour que, comme disait Mathieu Fontaine, dans le cas d'un coffre-fort numérique, on soit certain que la personne que nous avons désignée pour ouvrir le coffre-fort ne va pas pouvoir s'en servir comme il le veut, mais au contraire va devoir avoir la 2e clé du notaire désignée, enfin dans le cas de notre coffre-fort, pour pouvoir accéder à la donnée. Et à ce moment-là, il y a la sécurité. Ma remarque était un petit peu provocatrice, justement, c'est d'attirer l'attention, de se dire attention, aujourd'hui, quand on est dans la vraie vie, dans la vie physique, on a toute une organisation qui est faite pour protéger. Et protéger les enfants, protéger peut-être même ceux qui sont un peu plus vulnérables que d'autres. Dans cet environnement numérique, il faut être prudent. Donc la solution qui est proposée par Patrick McNamara apporte cette sécurité-là. Par contre, c'est vrai qu'on a plusieurs autres solutions qui existent dans le marché numérique. Et donc, c'est là où il ne faut pas être leurré, en fait, par la solution qu'on utilise. Déjà, il faut être certain que l'hébergement du coffre-fort numérique... Bah oui, parce que Patrick, il est très sympathique, mais c'est une start-up, c'est un privé, ce n'est pas un représentant de l'État. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... Il faut être vigilant, Mais est-ce qu'on ne doit pas faire ça chez chaque notaire ou on peut, comme ça, faire confiance à un nouveau tiers de confiance, un autre. Je suis assez prudent sur le testament qui reprend tous les identifiants. Je suis assez prudent parce que il faut vraiment que ce soit la volonté du testateur. Est-ce que véritablement chaque personne a la volonté de donner ses identifiants d'accès à tous ses comptes et pour quel usage? Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que quand on souscrit à un compte Facebook, est-ce que ce compte il est personnel ou est-ce qu'il est transmissible? Je ne suis pas sûr qu'il soit transmissible ce compte. Si. Et puis après, quelle est la volonté? Alors apparemment si. Allez-y, Anne-Sophie va réagir. Quelle est la volonté après du testateur? Est-ce qu'il a vraiment envie que ses héritiers puisse aller farfouiller dans sa vie numérique? Est-ce qu'il n'a pas plutôt envie qu'on donne l'album de photos? Est-ce que c'est pas que ça finalement? Ou est-ce qu'il a vraiment envie qu'on puisse aller dans tout son historique numérique? Je suis pas sûr. Et quand on en parle avec les clients, c'est pas toujours certain. Voilà, ils savent pas. Et Anne-Sophie Bordry, c'est quoi la règle en fait? Quelle est la règle pour le compte Facebook? On peut faire plusieurs choses sur le compte Facebook. Soit on est soi-même, on est encore vivant, on peut le geler, ce qu'on appelle le geler. Donc on sort de la plateforme et on n'efface pas
pas les données, soit on peut effacer toutes les données et au préalable télécharger tout le contenu pour soi. Quand on a la problématique d'un décès, un tiers peut envoyer le fameux acte de décès, mais aussi l'utilisateur, depuis 2014, peut désigner un légataire universel. Donc en fait, la plateforme... Directement sur son compte Facebook. Exactement. Donc on peut nommer dans son compte Facebook, en cas de décès, le légataire qui sera le bénéficiaire de la donnée. Alors en revanche, distinguer photo de poste, je ne crois pas que ce soit possible, mais effectivement, on peut désigner un légataire. Et la loi de Axel Lemaire en 2016 reprend cette notion de légataire pour toutes les plateformes. Quel est le cadre aujourd'hui qui existe en France ? Alors le patrimoine numérique, ce qu'on disait tout à l'heure, est une notion extrêmement floue. Qu'est-ce qui appartient à notre patrimoine numérique? Est-ce que c'est nos réseaux sociaux et nos postes? Est-ce que c'est nos identités bancaires en mobilité? Donc en fait, la gradation de ces données doit être régulée et est régulée aujourd'hui par le droit commun. Maintenant, comment ça se transmet? Tout dépend en fait de la nature des données que la personne veut transmettre. Donc on fait données par données. Voilà, donnée par donnée, setup par setup, parce qu'il y a des données qui sont probablement pas transmissibles, il y a des données qui ne sont pas du tout régulées aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'auront nos enfants? Quelle sera la loi applicable si c'est illégal aujourd'hui, ou en tout cas dans un espace qui est non régulé? On ne peut pas mettre des légataires dans une difficulté financière ou dans une difficulté juridique. Alors on en parlait pendant la pub, mais on parlait du Bitcoin. Il n'y a pas d'existence juridique légale de la monnaie. Comment vous voulez transmettre quelque chose qui n'est pas reconnu? Exactement. Pourtant qui a une valeur. Et une existence immatérielle parce que la donnée existe. Et, comme on le disait, avec une clé cryptographique, on peut accéder au portefeuille. Donc il y a quand même une existence immatérielle. Conclusion, avant de mourir, valorisez vos bitcoins. Quand même, hein. Si vous sentez la mort venir... C'est là où on a une ambiguïté et qu'on avait soulevé d'ailleurs pendant le 113e congrès des notaires de France, c'est de se dire dans ce volume de données dont une partie a été traitée par la loi Lemaire, on a des données personnelles, on arrive assez simplement à les identifier, même si la définition de la donnée personnelle depuis la loi informatique et liberté et le règlement général de protection des données n'a pas varié, hein, quelque chose qui se rattache à l'identification. Bon, ça c'est vague, mais on arrive quand même... Qu'est-ce qu'elle dit précisément, la loi Lemaire ? Alors, la loi Lemaire sur les données, elle traite de la donnée personnelle notamment. Elle prévoit que chaque utilisateur du web, des réseaux sociaux, de l'environnement numérique, a la possibilité de donner deux types de directives. Des directives particulière auprès de chaque plateforme, chaque hébergeur, auquel l'internaute pourrait dire pour les données qui vous concernent, je souhaite qu'elles soient effacées, je souhaite qu'elles soient transmises. Voilà, il peut manifester une directive particulière auprès d'un opérateur spécifique. Ou alors une directive générale de dire moi, en ce qui concerne toutes mes données personnelles, je souhaite qu'il se passe cette chose-là. Sauf que on n'a pas les décrets d'application encore pour permettre de mettre en œuvre conformément à la loi Lemaire, ce type de directive. Alors après, il y a les opérateurs, Facebook, Twitter, ont pris des initiatives. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ils n'ont peut-être pas forcément attendu la loi Lemaire, d'ailleurs, pour prendre ces initiatives. Ni les décrets d'application. Et surtout pas les décrets d'application. En revanche, voilà, on a défini la donnée personnelle, soit c'est très bien dans un cadre de protection. Maintenant, on a des données qui sont purement patrimoniales, qui ont une valeur patrimoniale. On parlait tout à l'heure de l'œuvre littéraire d'un artiste sur un blog, c'est une œuvre qui a une valeur patrimoniale. Et en revanche, on a des données qui sont dans une zone grise dans laquelle on n'a pas ni de définition, ni d'appréhension de la manière dont on peut les transmettre. Typiquement, c'est le Bitcoin. Et là, on n'est pas très à l'aise, en tout cas nous, les juristes, pour se dire quelle position on prend sur cette question de cette donnée entre deux. Mais on n'a pas eu de cas encore. Donc il va falloir attendre un cas précis pour... On n'a pas eu de cas et en revanche, on a 5 décisions de la Chambre commerciale de la Cour de cassation de janvier 2017 qui viennent nous dire que des éléments d'identification bancaire qui permettent d'avoir accès à un élément bancaire sont considérés comme des données personnelles. Et je trouve assez curieux comme analogie qu'on pourrait faire avec la clé cryptographique du Bitcoin, parce que si vous disposez de façon générale, avec une directive générale par exemple, en disant toutes mes données personnelles doivent être écrasées, et bien si on fait par analogie, on décide que la clé cryptographique du compte Bitcoin, elle sera écrasée puisque ce sera un identifiant pour accéder à ce compte. Patrick McNamara. Toutes ces discussions sur la transmission de la donnée posent nécessairement la question de la conservation.
de la donnée, parce que on ne peut évidemment pas transmettre quelque chose qu'on ne possède plus ou dont on ne sait pas comment y accéder. Et un des défis de la transformation numérique, c'est de pouvoir conserver tous ces éléments immatériels, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est pas mais très palpable, sensible. Mais c'est extrêmement sensible et c'est déterminant et ça compose le patrimoine transmissible et l'identité, bien sûr. Et donc la première question, c'est de savoir les conserver et ensuite les sécuriser. On parle de numérisation. La numérisation, c'est transformer un document concret, par exemple une page de papier ou un acte en papier ou feuille de salaire, en un fichier informatique. Un fichier informatique, ce sont des données. Et ça, c'est une première étape. On sait le faire. On sait aujourd'hui, dans les actes de vente ou les successions, numériser pratiquement la totalité, puisqu'on signe des actes maintenant numériques. Mais ensuite, une fois qu'on a numérisé, il faut sécuriser. Et sécuriser, ça veut dire pouvoir déposer dans un endroit absolument sûr, dont on sait que dans le temps, il ne va pas subir les atrophies du temps ou des incendies ou je ne sais quoi, et dont on sait qu'il va être inviolable. Donc il y a cette partie de conservation, et ensuite il y a exactement, et lisible, qui va demeurer lisible, et ensuite il y a la certification. Donc il faut être sûr que la donnée conservée n'a pas été violée et qu'elle est toujours la même. Anne-Sophie Bordry. Est-ce que le rôle du notaire ne peut pas être aujourd'hui un peu assimilé par exemple au rôle de l'INA, qui a une mission publique, une banque de données, une banque de données, voilà, une banque de données, mais qui doit conserver la donnée dans un format lisible en l'état de l'art en fonction du temps qui passe. Ça veut dire qu'au départ on avait des cassettes, après on a numérisé, et la mission de l'INA est d'avoir toujours des formats lisibles au jour où on souhaite le lire en fonction des technologies du jour. Je pense que le notaire pourrait, dans son coffre-fort, s'engager à toujours offrir à ses clients un format lisible par les technologies du jour et les usages. Mathieu Fontaine, il peut le faire, ça, le notaire ? Eh bien oui, on est capable de le faire. C'est ce qu'on fait déjà dans le MICEN. Le MICEN, c'est le minutier centralisateur. C'est ce grand serveur dans lequel tous les actes authentiques électroniques sont déposés. Et le MICEN, c'est une technologie qui garantit aux citoyens français que son acte, pendant la durée de conservation légale, donc et c'est combien 75 de temps ans, à 75 ans. 75 ans aujourd'hui, mais en réalité, le dispositif technique et l'encapsulage, il n'a pas duré de vie. Hein. On remplit notre obligation légale de 75 ans, mais en réalité, ces actes, ils seront lisibles même dans 300 ans, puisque la technique qui permet de garantir leur lecture en 75 ans, elle sera la même de toute façon sur la durée. Et donc, c'est par ce mécanisme de l'encapsulage qu'on garantit effectivement que le document sera toujours lisible. Et aujourd'hui, on utilise le PDFA pour archiver nos documents, mais le PDFA, dans vous me dites, 10 ans, voilà, c'est toujours lisible, mais ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être vous allez devoir changer de format. Exactement, changer de format, changer la technologie de stockage et la technologie de lecture en même temps. C'est justement le but de cet encapsulage. Parce que le PDFA, dans 10 ans, moi, je ne suis pas capable de vous dire s'il existera encore et si ce sera la technologie la plus adaptée pour faire un stockage massif tel qu'on le fait aujourd'hui, avec plus de 10 millions d'actes qui soient stockés. Patrick McNamara, ça vous va, l'INA des notaires je crois, on parlait tout à l'heure de start-up, mais c'est juste la nouvelle manière de faire les missions qu'on a aujourd'hui et qui nous ont été assignées hier. Dans les missions régaliennes du notaire, il y a la conservation. Conserver les actes électroniques, les actes authentiques, le MICEN le fait, Maître Fontaine le disait, mais à côté de cela, il y a tout le reste du patrimoine numérique qui doit être conservé, pouvoir être conservé par le notaire, qui doit aussi pouvoir garantir sa conformité dans le temps. C'est précisément, je crois, un des futurs enjeux du notaire, parce qu'il sera garant, avec un coffre-fort numérique auquel il pourra avoir accès, de la conformité de la donnée dans le temps. Et qui d'autre qu'un notaire, officier public, est mieux placé pour faire cette garantie, cette conservation et cette certification. Anne-Sophie Bordry. On pourrait
ajouter aussi une autre mission pour le notaire. C'est une technologie qui est aussi utilisée par l'INA, qui est le marquage des images ou le marquage du son par des empreintes digitales numériques qui permettent de tracer les données et qui permettent de préserver le droit d'auteur. C'est un H. Attendez, comme je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas compris en quoi ça consiste. En fait, on met un poinçon dans l'image qui est invisible ou dans un fichier de son qui est invisible, mais qui permet de certifier ce son ou cette image à l'auteur. Donc traçabilité, comme avec la blockchain. Exactement. Et c'est une empreinte et un Ça tel... s'appelle le fingerprinting ou le watermarking. Et ces empreintes numériques qui vont identifier une image, un son, un morceau, une œuvre, quelle qu'elle soit, eh bien cette empreinte numérique, il va falloir la conserver. Ça n'est pas un acte authentique. Donc elle est individuelle. Elle est individuelle. Ce sont mes œuvres, elles sont poinçonnées. Donc elle est individuellement rattachée à une personne et rattachée à une œuvre, une image ou un son. Et c'est un des enjeux fondamentaux de demain. Donc il va falloir savoir identifier cette œuvre. Donc ça c'est l'empreinte qu'on connaît aujourd'hui qui existe. Et ensuite il va falloir savoir la conserver et assurer, garantir qu'elle sera inviolable pendant... Ça veut dire que chacun aura une empreinte digitale. Exactement. Alors, elle est inviolable, certainement, mais en revanche, on peut aussi, grâce à cette donnée inviolable, la comparer à d'autres qui circulent sur Internet et dire, là, il y a un faux. Vous avez utilisé mon œuvre et vous l'avez mal utilisée ou sans mon accord. Et ça permet, du coup, d'un point de vue juridique, d'avoir une force très probatoire. Du coup, la blockchain, moi, je suis ravi de ce que dit Madame Bordry. Il est très content. Non, mais je suis ravi parce que c'est exactement les enjeux de demain. Ce que vient de dire Madame Bordry, on n'en a pas encore pleinement conscience parce que concrètement, c'est pas encore palpable dans notre quotidien, mais ça va le devenir très vite. Et en réalité, le vrai défi, c'est de savoir prouver, d'abord de maîtriser la donnée, une fois qu'on l'a, comme je le disais, numérisé, identifié et qu'on a conservé inviolable, il va ensuite falloir prouver facilement, rapidement et de manière extrêmement probante que c'est bien cette donnée-là et qu'elle nous a bien appartenu et remonter dans le temps et démontrer dans le temps que c'est bien cette donnée-là et qu'elle nous appartient bien ou qu'elle appartenait à notre aïeul. Donc on rentre là dans des données, dans des considérations techniques, technologiques qui sont assez poussées. Mathieu Fontaine, les notaires sont prêts pour ces considérations techniques et technologiques assez poussées? Et oui, tout à fait. On l'est toujours prêt. Le notariat a cette grande chance d'avancer avec la société. Oui, on l'a évoqué tout à l'heure. Si c'est le contraire, mais bon, je pose la question quand même. On le rabâche parce que l'image d'Épinal du notaire avec sa plume d'oie nous colle à la peau. Mais la technologie de la blockchain est certainement idéale pour ça. Moi, ça me fait rire de lire tout ce qu'on peut lire sur la blockchain où on dit le notaire va disparaître, la blockchain va remplacer le notaire. On peut se poser la question puisque vous êtes un tiers de confiance et on a l'impression que la blockchain, elle aussi, alors on se dit apparemment deux tiers de confiance. On est au-delà du tiers de confiance en réalité. C'est que la loi, de toute façon, prévoit que la transaction immobilière se fait par un acte authentique. Et l'acte authentique, il est délivré par l'officier public qui est le notaire. Donc de toute façon, tant que la loi est ainsi faite, de toute façon, on ne peut pas passer par quelque chose d'autre que le notaire. Et le notaire, il n'est pas là que pour authentifier. Il authentifie, certes, c'est son rôle fondamental, mais le notaire, il apporte la sécurité juridique aussi à la transaction. Le notaire, il est responsable de cette sécurité juridique. Là où la blockchain, c'est formidable, mais derrière la blockchain, il n'y a aucun responsable. Ça veut dire qu'un particulier qui ne serait pas satisfait de son acquisition, dans laquelle il y a un vrai vice, une vraie difficulté, il n'a pas de possibilité de reprocher à qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est la traçabilité, mais pas la qualité du contenu, quoi. On peut faire un contrat entre deux parties, ça sécurise à un temps T, mais ce qu'il y a dedans, bon... tout à fait. Et c'est pour ça que c'est très utile, la blockchain, en revanche. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle est très utile, mais il ne faut pas se tromper de sujet, il ne faut pas se tromper de cas d'usage. Le cas d'usage de la transaction immobilière, il ne marche pas bien. Il peut marcher dans des organisations qui ne le sont pas, justement, organisées. Et ça peut être une réponse, ça peut être une solution. Par contre, dans nos organisations de droit écrit, on a tout un système qui fonctionne et qui est sécurisé pour le citoyen, qui est
très efficace. En revanche, il ne faut surtout pas passer à côté de cette technologie de la blockchain, parce que la blockchain, les cas d'usage, on vient de les évoquer, là, ils sont flagrants. On en a besoin de cette blockchain pour un tas d'utilisations et de sécurisation de tout l'environnement des actes notamment. Anne-Sophie Bordry. En réalité, on peut utiliser la blockchain sans notaire et on peut l'utiliser avec notaire. Et quand on l'utilise avec notaire, on peut se retourner contre le notaire qui endosse la responsabilité de la valeur authentique exactement de l'acte. Si on est sans notaire, on assume nous-mêmes et on ne peut se retourner contre personne. Donc en cas de litige, c'est très important peut-être d'avoir la fonction du notaire qui est le tiers de confiance, personnalité morale et juridique. Quand on regarde, quel est l'apport de la blockchain? Si vous faites blockchain plus notaire, vous ne faites pas une double authentification? Vous utilisez le notaire que pour les sujets qui vous intéressent. Et les autres, voilà. Et en réalité, si on reprend le droit de la force de la preuve, l'email était reconnu comme un commencement de preuve, le fax était reconnu comme un commencement de preuve, mais l'acte authentique numérique, seul le notaire peut le certifier et a une valeur juridique garantie. Suprême. Exactement. C'est la preuve suprême. Il y a plusieurs niveaux à dégager dans la sécurisation des transmissions numériques. La numérisation, nous en avons parlé. Ensuite, la sécurisation dans un coffre-fort où on va pouvoir conserver, c'est une deuxième étape. Après avoir numérisé le document, je le conserve et je le protège. La troisième étape que l'on pourrait indiquer, c'est celle que la blockchain apporte. C'est la certification, c'est-à-dire à un moment donné la capacité de donner la preuve que cette transaction ou cet événement s'est produit et en indiquant qu'il s'est produit de telle manière ou à tel moment. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, il reste un quatrième niveau qui est l'authentification que aujourd'hui seul le notaire peut apporter. C'est pour ça que c'est intéressant et voire nécessaire d'avoir un coffre-fort non seulement qui est lié au notaire, mais aussi une blockchain qui est liée au notaire, parce que les notaires vont l'utiliser. Et cette authentification qui est le quatrième niveau de sécurité, elle n'est pas antinomique de la blockchain, au contraire. Le notaire dans l'authentification va justifier de la véracité, de la conformité du contenu du document qui est certifié dans la blockchain. C'est un niveau de vérification et aussi de conseil juridique que la blockchain n'apporte pas. Alors, je crois qu'il faut... Vous pouvez faire des contrats avec des escrocs validés par la blockchain. Exactement, exactement. Et je crois qu'il faut bien revenir toujours aux définitions. Le notaire, c'est un officier public, certes, qui a des attributions qui lui permet d'authentifier, mais c'est aussi un professionnel, je dirais même un expert du droit, qui est un conseil juridique extrêmement précieux. La blockchain, c'est un outil technologique. Oui. Et c'est un outil technologique qui permet, par exemple, dans ce que nous avons réalisé aujourd'hui, ça nous permet en un clic de certifier une quantité astronomique de documents, par exemple pour une transmission ou transaction immobilière avec 60 ou 100 plans ou 60 gigaoctets, eh bien en un clic aujourd'hui, on sait certifier dans la blockchain que c'est bien ces 1200 pages d'annexes ou ces 150 plans ou je ne sais quoi que nous avons validés ensemble aujourd'hui et sur lesquels nous sommes d'accord. Et ça, c'est une technologie c'est une possibilité qui est permise par la blockchain. On entend des choses sur les transactions immobilières faites dans la blockchain. Il faut faire la part des choses. La blockchain, c'est un outil technologique qui permet de certifier qu'à tel moment, tel document existe, mais il faut savoir dans quelle société on vit. Aujourd'hui, le droit impose le notaire encore pour certains aspects. Mathieu Fontaine. Oui, parce que la blockchain ne vérifiera jamais l'identité des personnes. C'est un sceau, quoi. C'est comme un... la blockchain, ça certifie qu'une empreinte est identique à une autre. Par contre, la vérification de l'identité, de la capacité des personnes, le protocole ne sera jamais capable de le garantir. La vérification que le bien est bien transmissible, qu'il ne fasse pas l'objet d'une inscription, d'une expropriation, d'une transcription quelconque qui empêcherait le transfert de sa propriété. Encore, la blockchain, ce n'est pas son rôle.
faire ces vérifications. Aujourd'hui, c'est le notaire qui le fait, avec d'autres outils numériques d'ailleurs, pour l'aider dans sa tâche. Mais tous ces aspects de sécurisation du contrat et de la transaction liés à l'authenticité, au rôle authentificateur du notaire, ne peut pas être fait de toute façon par le protocole. Anne-Sophie Bordry ? Oui, en réalité, ce qu'il faut faire dans les services à venir, c'est utiliser la blockchain pour du service simple et utiliser la blockchain avec le notaire pour des services beaucoup plus lourds et beaucoup plus impactants dans sa vie, que ce soit patrimoniale ou dans sa vie de service. Oui, c'est le constat que nous avons fait, c'est ce que nous avons réalisé. Aujourd'hui, on entend dire qu'on fait des transactions immobilières dans la blockchain. J'ai lu un article récemment disant que une grande société d'un ancien ministre, dont le président est un ancien ministre, avait fait une transaction immobilière importante dans la blockchain. Que nenni! Remettons les choses à leur place. Dans la blockchain aujourd'hui, nous pouvons faire certifier des transactions qui ne sont pas des transactions immobilières. Alors, on peut faire un tas de choses avec la blockchain pour appuyer, faciliter la transmission immobilière, mais on ne va pas faire de transactions immobilières dans la blockchain. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est, comme du gré à gré. Du gré à gré, mais pas des actes authentiques de transmission immobilière. Par contre, le notaire va pouvoir s'appuyer sur des technologies et c'est ça le rôle d'une start-up, c'est de faciliter, de créer des innovations qui permettent d'aller plus vite. Et c'est réellement inviolable, Anne-Sophie Bordry, la blockchain ? Jamais. Aucune technologie n'est inviolable, donc il y a toujours un risque, ça c'est sûr. Donc là, l'idée c'est d'utiliser des blockchains qui permettent la certification et derrière, même en cas de problème, il faut un responsable juridique. Et on l'a avec le notaire. Parce que la question justement de la sécurisation des données, avant pour aller récupérer une identité, je ne sais pas, il fallait cambrioler le notaire. Là, vous êtes un pirate informatique pour aller récupérer des données sensibles. Vous ciblez un notaire et puis vous ponctionnez tout ce qu'il a chez lui. C'est plus facile en fait comme cambriolage. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Dans la blockchain, on peut utiliser la blockchain de différentes manières. Nous avons créé un outil blockchain qui permet non pas de déposer les 60 gigas de mon contrat de vente immobilière, par exemple, si je prends l'exemple dont je parlais à l'instant, c'est une résidence, donc il y a beaucoup de documents, c'est lourd. Si je dois déposer 60 gigas dans la blockchain, ça va être très lourd et potentiellement facilement hackable. En tout cas, piratable. Plus la donnée est petite, moins elle est facilement hackable. C'est pas ce que je veux dire, c'est que dans notre cas, ce que nous savons faire aujourd'hui de manière extrêmement sécurisée, c'est prendre le hash, c'est-à-dire l'empreinte numérique de l'ensemble de ce contrat, de ce document, donc de l'acte et des 60 gigas, de créer une empreinte numérique de cela et de certifier dans la blockchain avec le niveau de sécurité c'est des protocoles informatiques, je ne sais pas si c'est le lieu ici, mais les certificats, notamment AES 256, qui sont aujourd'hui les plus élevés, qui sont aujourd'hui inviolable. Donc aujourd'hui, mais c'est toujours le même problème avec l'informatique, c'est aujourd'hui. Oui. Et demain, ce sera autrement. Voilà. Demain, ce sera autrement, mais c'est ce que je veux ajouter. Mais ça peut être une crainte quand même chez le client de dire un coffre-fort avec une clé, je comprends ce que c'est, mais là, si vous me dites que demain, n'importe qui peut avoir accès à mes données sensibles, c'est un problème. C'est pas n'importe qui quand même, il faut avoir un niveau de connaissance pour être hacker qui soit important. Au même titre, le vol sera encore plus grave du coup. Ben oui, en plus, tout à fait. Aujourd'hui, le notaire, dans sa qualité de chef d'entreprise, rencontre les mêmes contraintes que tous les chefs d'entreprise sur la sécurité numérique, la sécurité de ses données. D'ailleurs, on est soumis à les mêmes règles que toute entreprise, bien évidemment. Et le notariat, dans son ensemble, mobilise beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à cette question de la préservation de la donnée du client. Mais vous savez, le coffre-fort papier, l'acte papier, si vous aviez quelqu'un qui s'introduisait dans votre étude, on avait la même problématique. Là, on en a peut-être un peu moins même, parce que avant, quand vous
vous aviez un incendie ou une inondation dans une étude, vous perdiez tous les actes, tous les testaments. Là, aujourd'hui, avec les technologies, on sait qu'on a une possibilité de reconstituer le patrimoine d'actes de l'étude assez facilement. Patrick ? Non, Patrick, il a toujours quelque chose à... Non, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de construire demain et des choses nouvelles. Quand hier, on parlait d'actes papier qui faisait X pages. Aujourd'hui, on parle de données qu'on va pouvoir en un clic certifier. Le vrai défi, c'est de savoir gérer des masses importantes de données et de les identifier avec une empreinte et ensuite de les sécuriser. La blockchain est un outil qui va permettre de faire cela et qui va permettre aux clients du notaire eh bien, de ne plus attendre, de ne plus être dans l'incompréhension et qui va permettre aux clients eh bien, d'aller plus vite. Anne-Sophie, il nous reste 1 minute. On aura compris avec nos 2 notaires que les notaires sont à la page. Est-ce que vous qui avez travaillé dans les cabinets ministériels, vous trouvez qu'on est au niveau de compréhension des enjeux aujourd'hui sur le numérique ? Alors je pense oui pour la transformation numérique, mais probablement pas suffisamment pour la sécurité. Les problèmes de hacking sont extrêmement importants aujourd'hui, d'autant plus qu'ils touchent à l'intimité de la personne. Et c'est ça où je pense qu'il faut une véritable vision portée par l'État et par l'Europe sur l'intimité, sur le hacking, comment faire dans un environnement complètement connecté. Merci beaucoup à tous les 3. Notre émission touche à sa fin. On aura compris que les notaires ne sont plus qu'une grande plume dans un petit coin. Par contre, on aura compris qu'ils disent encore que nenni, les notaires. Grâce à vous, Patrick, comme quoi il y a des restes. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous nous envoyez toutes vos questions sur clubdudroit@bfmbusiness.fr et on se retrouve pour de nouvelles émissions à la rentrée. À bientôt.